D'autre part, ils veillent très étroitement sur leurs femmes, bien plus que les Européens, aussi bien en ce qui concerne les mariages mixtes que les relations sexuelles interraciales. Cette façon excessive de les protéger contre le prétendu danger de franchir la barrière de couleur ou même celle des castes a créé l'image d'un groupe refusant de se fondre avec ses voisins pour créer une nouvelle communauté politique et sociale. Et dans une certaine mesure, ils ont provoqué du ressentiment parmi certains secteurs de l'opinion africaine, aussi bien à cause de leur caractère socialement exclusif que de leur succès économique trop visible. Pourquoi en Ouganda, tant d'Asiatiques ont-ils choisi la nationalité britannique à la veille de l'indépendance? L'attitude de ceux qui l'ont fait semble plutôt opportuniste. On s'est fait naturaliser non pas par amour d'un pays, mais comme on contracte une police d'assurance. De nombreux Asiatiques ont considéré qu'ils avaient trois polices d'assurance. Ils pouvaient soit devenir britanniques, soit ougandais, soit retourner dans le sous-continent indien. Beaucoup ont estimé que le parapluie de la protection britannique était la meilleure assurance. Ils pouvaient vivre en Afrique orientale tout en jouissant de cette protection. Très peu ont songé à s'établir en Grande-Bretagne. Non, ils ont supposé que le simple fait d'être citoyens britanniques leur donnerait en Afrique orientale assez de sécurité pour continuer à vivre comme auparavant. Ils ont parié et ils ont perdu. L'ambassade de Grande-Bretagne a fait venir de Londres un renfort de 20 fonctionnaires pour assurer le départ de ces 50 000 sujets d'origine indienne. En face, devant le ministère du Commerce, les Noirs font la queue pour remplir des formulaires leur permettant de devenir propriétaires d'une boutique ayant appartenu à un Asiatique. La plupart d'entre eux n'ont aucune expérience commerciale. Plusieurs banques sont anglaises. Même la majorité du capital de la Banque d'Ouganda appartient à des intérêts étrangers. Ces banques vont-elles fermer? La question est à l'étude. En tout cas, elles se refusent, malgré les injonctions du président Amin, à prêter de l'argent aux nouveaux commerçants africains s'ils n'ont pas déjà fait la preuve de leur capacité. De nouvelles banques sont en construction, mais les entrepreneurs et les contremaîtres sont indiens et les travaux vont cesser. Ces chantiers déserts risquent de symboliser la crise économique qui se prépare. Est-ce que les Ougandais africains ont les mêmes droits que les Ougandais d'origine asiatique? Théoriquement, oui, pratiquement non. Dans de nombreux domaines, dans l'administration et bien d'autres secteurs, l'Ougandais africain, donc noir, est engagé de préférence à l'Ougandais indien, c'est un fait. Regardez les offres d'emploi dans n'importe quel journal, on mentionne délibérément cette préférence. Telle est l'origine du manque de confiance des Indiens qui ont préféré ne pas devenir Ougandais. Quel était le rôle des dirigeants indiens sur le plan local? Quel rôle? L'incompétence. Les Indiens ont été constamment abandonnés à eux-mêmes. On ne s'est jamais occupé de l'Indien ordinaire.
Si vous demandez à n'importe quel jeune homme ce qu'il pense de ses dirigeants, il vous donnera une seule réponse, ce sont des imbéciles. Même au niveau international, l'Indien d'ici a toujours senti qu'on l'abandonnait. À ce stade crucial pour les Indiens de l'Ouganda, le gouvernement indien n'a pris aucune initiative positive en ce qui nous concerne. Quant aux dirigeants locaux, ils ont toujours préconisé une politique d'abdication. Peut-on attribuer cette attitude à l'influence de la religion indienne? Je le crois. Sous sa forme locale, la religion indienne a eu une influence très négative et c'est cela probablement qui a provoqué la faillite actuelle. En 1894, l'Ouganda devient un protectorat britannique. Il proclame son indépendance le 9 octobre 1962. Le 25 janvier 1971, à la suite du coup d'État du général Amin, le Parlement, qui n'avait jamais fonctionné démocratiquement jusque-là, est mis en veilleuse. Il est occupé aujourd'hui par les bureaucrates des ministères. D'autres bâtiments très luxueux ont été construits par Milton Obote pour le prestige de son gouvernement et pour celui de son successeur. Le général Idi Amin Dada, 46 ans, est musulman. Dans l'espoir de réaliser l'unité difficile du pays, il a choisi ses 4 femmes dans les 4 plus importantes tribus. Ancien sergent de Sa Majesté, à l'indépendance, il est capitaine. Après avoir été entraîné dans les troupes de parachutistes en Israël, pendant 9 ans, il est le tenant du titre de champion de boxe poids lourd de son pays. En 1966, il participe au coup d'État d'Obote et devient général en chef. En janvier 1971, à son tour, il prend les pleins pouvoirs. Amin se veut profondément religieux. Il proscrit la mini-jupe et le short, puis il part en guerre contre les bars, les nightclubs et les danses occidentales. Le travail est élevé au rang de valeur suprême, c'est du moins ce qu'il dit à son peuple. L'Ouganda est un des pays les plus religieux d'Afrique. 55% de la population est chrétienne. On compte aussi 12% de musulmans. Mais comment peut-on expliquer le puritanisme de ce régime militaire? À mon avis, le puritanisme ougandais, historiquement, découle de l'esprit missionnaire chrétien. Autrefois, les boissons alcooliques, de même que certaines danses africaines, étaient absolument interdites par les missionnaires. Et Amin, bien que soldat, est en somme le successeur des missionnaires. Vous avez écrit que l'Ouganda est une théocratie. Qu'entendez-vous par là? Ce que je veux dire, c'est que Dieu sert de référence constante dans les affaires politiques. Amin a été formé dans le métier des armes, où la mort est constamment présente. En même temps, il est très sensibilisé à tout ce qui se rapporte à Dieu et au domaine spirituel. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu créer un ministère des Affaires religieuses. On l'a persuadé de se borner à en faire un département. Il a alors convoqué une conférence de toutes les religions, musulmanes, catholiques, protestantes et même hindouistes et sikhs, afin de discuter de l'avenir des religions dans la vie nationale. Après cela, il a mis fin aux tendances de division parmi les protestants comme parmi les musulmans. Il s'est consacré à la création d'une sorte d'État œcuménique, d'unité religieuse, et il répète souvent qu'il faut prier et craindre Dieu, et que lui-même ne craint que Dieu seul. C'est dans ce sens que l'Ouganda est devenu une théocratie militaire où l'on se réfère à Dieu lors des décisions politiques importantes.
Pour Dieu et mon pays, cette devise héritée de la civilisation chrétienne avait déjà servi pour le meilleur et pour le pire. Le général Amin l'a reprise à son compte pour expulser les Asiatiques non ougandais et s'amputer lui-même d'une part essentielle de son élite intellectuelle. Si le pouvoir n'échappe pas au général Amin dans un proche avenir, sa guerre économique promet d'être longue, particulièrement longue pour le paysan ougandais. Pourquoi en Ouganda, tant d'Asiatiques ont-ils choisi la nationalité britannique à la veille de l'indépendance? L'attitude de ceux qui l'ont fait semble plutôt opportuniste. On s'est fait naturaliser, provoquer du ressentiment parmi certains secteurs de l'opinion africaine, aussi bien à cause de leur caractère socialement exclusif que de leur succès économique trop visible. D'autre part, ils veillent très étroitement sur leurs femmes, bien plus que les Européens, aussi bien en ce qui concerne les mariages mixtes que les relations sexuelles interraciales et sociales. Et dans une certaine mesure, ils ont cette façon excessive de les protéger contre le prétendu danger de franchir la barrière de couleur ou même celle des castes, a créé l'image d'un groupe refusant de se fondre avec ses voisins pour créer une nouvelle communauté politique